Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ceci n'est pas une vidéo faisant l'apologie de la surconsommation. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené du Salon du Livre de Montréal. Comme d'habitude cette année, ça a été une fin de semaine géniale avec les copains et les copines. Ça a été des rencontres, ça a été des méga fous rires, des soupers entre amis et, particularité cette année, j'ai eu la chance de faire un entretien avec mon autrice chouchou Dominique Fortier. C'était vraiment un highlight de mon salon et ça a pu être fait grâce à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. À ce sujet-là, vous risquez d'en apprendre un petit peu plus sur Instagram. Ça a donc été un salon très haut en émotion. J'étais complètement hyper et ça, ce que ça fait que je ramène des livres. Mon autocontrôle passe au niveau 0, voire même -2. Et là, je reviens et je veux tout lire. Et d'ailleurs, je vais vous préparer un vlog où je lis plusieurs des livres que je vais vous présenter. Du moins, je l'ai commencé. On va espérer que je le termine. Je le dis tout de suite, pendant qu'il y a des gens qui regardent, comme d'habitude, un like, un partage, un abonnement, ça coûte rien et ça fait plaisir. Et on va y aller tout de suite pour que je puisse vous montrer tout ce que je ramène et tout ce que j'ai très hâte de lire. On va commencer avec la seule bande dessinée pour laquelle j'ai craqué. Elle est magnifique. Je l'ai commencé. C'est publié, c'est lourd, chez Dupuis et ça s'appelle Solideo Gloria. C'est de Deveney et Court et vous voyez la couverture, elle est hyper belle. À l'intérieur, c'est magnifique, c'est tout en noir et blanc, c'est assez sombre mais c'est parfait pour l'atmosphère. Et des fois, il y a des petites touches de couleur quand il est question de musique parce qu'il s'agit de l'histoire de deux jumeaux musiciens. La musique est au cœur de tout. C'est un peu lourd, c'est pour ça que je le dis comme ça. Mais attendez, je vous montre. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu de jaune ici et c'est les seules touches de couleur et c'est beau. En tout cas, j'ai craqué pour les images et l'histoire semble très belle également. Il y a des choses qui ne surprendront pas ceux qui me suivent. J'ai donc ici Fox de Joyce Carol Oates, qui est une autrice que j'aime beaucoup. En fait, ça passe ou ça casse, mais elle a un style, un ton, un regard sur les choses qui dérange souvent et ça me plaît. On retourne ici dans le monde académique. On se rappelle que de cette autrice-là, j'avais adoré Délicieuse pourriture, qui est un tout petit roman qui nous embarquait aussi dans une histoire qui faisait partie de cet univers et qui était dérangeante. Ici, Fox, c'est un professeur qui s'appelle Francis Fox. Il est aimé, adoré, adulé, mais il semble avoir de sombres secrets. Son passé est très trouble et il va y arriver de quoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? J'ai très hâte de voir. Ça se peut pas que ça soit pas perturbant avec cette autrice-là. J'ai également craqué pour le dernier S.A. Cosby que j'ai lu à 2 ou 3 occasions et j'ai adoré. À chaque fois, ça parle souvent de violence et de racisme aux États-Unis. Et dans ce roman-ci, on va se transporter en Virginie où on a un personnage principal qui va revenir dans sa petite ville qu'il a quittée des années auparavant et qui la trouve dans un sale état. Et peut-être que ça va amener à déterrer certains secrets de famille. Je vais me le garder pour un moment où j'ai le cœur bien accroché. En prévision des fêtes de Noël, je veux me mettre en mode festif et j'ai donc pris Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre de Benjamin Stevenson. Je suis pas mal certaine que vous en avez entendu parler, c'est celui qui écrit Everyone in my family has killed someone. J'avais beaucoup aimé et il y en a un autre qui se passe dans un train également. On a un détective amateur, Ernest Cunningham, qui est quand même assez particulier, puis un ben drôle d'entourage. On a souvent une ambiance à la Agatha Christie en un peu plus drôle. Vous savez, le type de roman où tout le monde a des bonnes raisons d'avoir commis le truc, ben c'est souvent ça. Moi, ça me plaît beaucoup, puis pour Noël, ça va être parfait. Faut que je le lise et on risque de le prendre pour notre club de lecture, d'ailleurs, de décembre, qu'il faudrait que je planifie. En fait, il faudrait qu'on termine celui de novembre. C'est pas grave. Club de lecture de boulot, c'est souvent très aléatoire. Suite à la recommandation de Jean-François, mon petit frère, qui a commencé à lire il y a peu, je suis tellement fière de lui. Il haïssait ça quand il était jeune. Et un jour, il a décidé qu'il s'y mettait et je pense qu'il y trouve plaisir. Il a adoré Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. Et c'est pas le premier qui en parlait en bien. J'ai lu des super bonnes critiques partout. J'hésitais, mais là, on y va. Je veux pouvoir en parler avec mon frère. On s'en va donc en 1975. On est aux États-Unis dans le Missouri et il y a un jeune homme qui disparaît. Tout le monde va être mobilisé, la police, mais surtout sa meilleure amie qui, elle, veut vraiment élucider le truc. Finalement, comme toujours dans ces situations, au début, l'intérêt est hyper élevé et ça descend graduellement, mais notre jeune sainte, elle ne va pas abandonner. Puis peut-être qu'il va revenir. Je sais pas. On verra.
Tout ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était un page-turner, que les chapitres sont courts, qu'on veut toujours continuer et que c'est génial. Donc, pourquoi pas? J'ai également pris un recueil de nouvelles dirigé par mon ami Richard Mignot, un ancien blogueur, et il publie encore sur Facebook ses avis. Lui, il lisait énormément de polars. Il a dirigé aussi la collection Crime à la librairie, Crime à la bibliothèque. Et là, j'ai tripé sur le concept. Il est parti de personnages réels québécois et il a demandé aux auteurs et aux autrices d'écrire quelque chose à ce propos-là, quelque chose de totalement fictif. L'auteur a écrit sa nouvelle et par la suite, il a demandé à un historien de nous raconter la vraie histoire de cette personne-là. J'ai pu les rencontrer tous les deux au salon. C'est signé tout ça quelque part ou pas? Oui, voilà. C'est signé. Moi, je vais le lire. Il m'a dit que ma nièce, qui adore l'histoire et la littérature, pourrait s'y retrouver également. Donc, je pense que ça va être une super bonne idée de cadeau de Noël. Et comme je vous dis, le concept, il est trop génial. Moi, j'aime tout ce qui me fait apprendre. Chez Anne-Norac, j'ai craqué pour L'ami de mon père de Moira Washtiskun Bacon. Elle était là, elle a pu m'en parler. On a ici un roman jeune adulte qui mélange réalisme magique et identité autochtone. J'ai l'impression que ça va traiter du traumatisme intergénérationnel. J'ai également pu assister à une rencontre avec elle, une table ronde. J'ai beaucoup aimé l'entendre parler. Donc oui, je vais le lire bientôt. Un roman qui a séduit énormément de mes collègues booktubers et bookstagrammeurs québécois, c'est La vieille qui court, c'est de Catherine Saint-Germain, c'est publié chez VLB Éditeur. Et moi, j'ai craqué parce que ça parle d'amitié intergénérationnelle, c'est un sujet qui me touche énormément. On rencontre une dame qui a 96 ans. Certes, elle a un début d'Alzheimer, mais elle n'ira pas en résidence et elle a encore vraiment plein de choses à raconter. Ces choses-là, elle va les raconter à Caro, une jeune femme, et j'ai l'impression qu'elles vont évoluer ensemble, apprendre les unes des autres. Je n'ai eu que des bons commentaires. Ma mère l'a commencé, elle dit qu'elle aime beaucoup à date, que c'est drôle. Donc, oui, clairement, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Je pense qu'au Québec, tout le monde sait que Jeannette Bertrand a eu 30 ans. Donc, j'ai pris la pièce de théâtre de Rebecca Deraspe, qui est une autrice de théâtre que j'aime beaucoup. Vous allez voir, je pense que j'ai tout pris ce que j'avais pas lu d'elle lors de ce salon du livre. Jeannette, ici, c'est une conversation avec Jeannette Bertrand, qui est animatrice, chroniqueuse, écrivaine et surtout féministe de la première heure. Si à l'époque, plusieurs ne l'ont pas manqué, je trouve que maintenant, elle a tout le spotlight qu'elle mérite. Elle était présente à l'âge vénérable de 100 ans au Salon du Livre. Je l'ai vue, j'ai pas osé aller y parler. Je me suis dit, je vais dire rien que des conneries. Des choses qu'elle a déjà entendues extrêmement souvent. Mais dans cette pièce de théâtre-là, on va retracer certains grands événements de sa vie. On va passer 100 ans avec elle et on va voir évoluer le Québec ainsi que sa vision des femmes à travers tout un siècle. Ça ne peut qu'être intéressant. Il m'a également été impossible de résister au nouvel ouvrage de Michel Tremblay, Paris en vrac. 1, parce que Michel Tremblay, et 2, parce que Paris. On s'entend que Paris, c'est ma ville d'adoption, puis je suis sûre que je vais finir mes jours à Paris. C'est un endroit que je connais bien, que j'aime d'amour. J'y reviens à tous les ans et j'espère y retourner d'ailleurs cet été. Découvrir les expériences et les coups de cœur parisiens de Michel Tremblay, ça ne peut que me plaire, donc oui, ça devrait être lu assez rapidement. Celui-là, je ne l'ai pas pris au Salon du Livre, mais je l'ai reçu le jour où je suis partie au Salon du Livre, donc on va dire que ça compte. Donc, c'est Cabassa de mon ami Michel Jean. Ça a été basé sur le roman Tsunami. Il est donc parti de cette histoire-là qui se passe au Sri Lanka et qui mettait en vedette le journaliste Jean-Nicolas, qui est peut-être un petit peu son alter ego. Il part de l'histoire, mais il va développer davantage sur son identité autochtone, entre autres. Et ce qui me plaît, c'est que dans ce personnage-là, je trouvais toujours qu'il y avait un trou. C'était difficile de comprendre pourquoi il agissait comme il le faisait et j'espère que je vais avoir les réponses dans cette œuvre-là. Tout le monde me dit, en fait non, tout le monde, c'est Billy Robinson que j'ai vu au Salon du Livre de Montréal, me dit que même si j'ai lu Tsunami, vraiment, celui-là apporte quelque chose de plus. Je poursuis avec quelque chose qui semble être un ovni littéraire. Ça s'appelle Godpell, c'est de Gabriel Marcou-Chabot. J'ai déjà lu un autre de ses ouvrages qui était extrêmement particulier également. On est dans le nord du Québec et on suit la Floune qui se sauve de sa communauté, les Godpell. Peut-être qu'elle en sait trop, peut-être qu'il y a des secrets. Bref, c'est tentant, mais ce qui m'a fait craquer, c'est pas ça. Je sais pas si vous voyez, mais on a toujours 2 pages. On a une page ici où c'est écrit en langage très, très oral. Vraiment, il faut le lire à voix haute. Et ici, en langage plus littéraire. Donc, ce procédé-là, ça me fait capoter. Vous savez comment j'aime la langue, la linguistique et tout ça. J'ai super hâte de voir comment il a fait ça. Le travail pour faire ça, ça doit être extraordinaire. Et ceux qui n'ont pas deviné, Godpell écrit comme ça, ce sont des Godpell. Gars de pelle. C'est ça. Vous voyez le genre de truc?
ça promet. Puis c'est tellement pour moi. Comme d'habitude, je suis allée voir Félicia des éditions Hashtag et j'ai craqué pour son dernier opus à elle qui s'appelle Dancing Queen. Félicia, elle est d'origine roumaine et ses personnages ont souvent cette origine-là aussi. C'est un roman qui parle d'abus à travers 3 générations de femmes. On va passer de Montréal en Roumanie. Elle va chercher un peu les secrets de sa famille, voir qu'est-ce qui l'a amené à probablement accepter ce qu'elle a vécu. Encore une fois, peut-être un peu de transmission intergénérationnelle. Puis tu sais, je sais que sa plume, j'aime. Fait je pense que ça peut passer. Toujours chez Hashtag, j'ai pris un récit cette fois. Ça s'appelle Les Assauts de la mémoire, c'est de Hadis Simidia. Cette fois-ci, on n'est pas en Roumanie, on est en Bosnie. Et quand je suis allée à Sarajevo en Bosnie, j'avais fait un tour guidé d'une journée avec un jeune homme qui avait vécu le conflit armé en ex-Yougoslavie. Il avait été marqué de ça, c'était fou. Quand il en parlait, il n'y avait pas la même voix, il n'y avait pas le même débit. Il nous avait montré les lieux, il nous avait expliqué comment ça se passait. Lui, je pense qu'il avait 8 ans à ce moment-là. Et quand Félicia m'a raconté l'histoire de cet auteur-là, qui vient de Mostar, une autre ville que j'ai vue. Je n'ai pas pu résister. Il va nous parler de la vie d'un enfant pendant la guerre. Ça va parler d'exil, de trauma, de retour aux sources. Bref, ça me tente vraiment beaucoup parce que je garde un souvenir vraiment très très fort de cette rencontre-là en Bosnie. C'est pas lui que j'ai rencontré là en Bosnie, c'est un autre. Mais j'imagine que je vais trouver des ressemblances dans l'histoire. Le prochain, je suis certaine que ceux qui me connaissent vont dire « Quoi? » Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait, Karine? J'ai donc pris le calendrier de l'Avent, Les Anges de Noël. Je vais le lire en calendrier de l'Avent. Il est magnifique, cet ouvrage-là. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les pages, elles sont super belles. Il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là. Pourquoi je l'ai pris? C'est pour ce nom-là ici. Chloé Duval. Chloé, je la connais depuis des années. On s'est connus en tant que blogueuse en 2007 ou 2008. Il y a eu une période de notre vie où on s'est beaucoup côtoyés. Je la vois au Salon du Livre à tous les ans. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est de la romance au sein d'un organisme qui s'appelle Les Anges de Noël qui veut apporter chaleur et réconfort à ceux qui en ont besoin. 12 couples, 12 histoires. Ça va être très, très court. Je sais quand même assez bien à quoi m'attendre et ouais, je pense que ça peut le faire. Tu sais, le contrat de lecteur est super clair ici. Aux éditions du Seuil, on m'a chaudement recommandé La vie des gens libres de Marie-Ève Lacasse. Ce qui m'a tenté, en fait, c'est le concept de transfuge de classe, mais à l'envers. C'est l'histoire d'une femme qui était médecin. Je pense qu'elle a commis une faute grave, limite elle est allée en prison. Et quand elle sort de prison, elle décide de changer d'identité. Adieu Clémence, c'est ça? Oui, adieu Clémence, mais elle reste une Clémence, elle change de nom de famille et elle décide de devenir femme de ménage. Elle va être embauchée par une jeune femme, une mère célibataire qui veut un petit peu de répit et là, je pense qu'elle va voir l'envers de la médaille, peut-être qu'il va y avoir un truc entre ces deux-là. Je sais pas du tout. J'ai l'air de vous le présenter comme un roman queer, je pense vraiment pas. Mais bon, qui sait? Le prochain roman, c'est la couverture qui m'a attirée, ainsi que le titre, Le silence des cerfs. Par contre, on n'est pas au Québec, c'est pas les cerfs du Québec. On est en 1945, on est en Tchécoslovaquie, et ça va parler du sort des femmes dans l'après-guerre, notamment en Allemagne, où elles vont se ramasser suite à des histoires pas très cool non plus, et elles arrivent là, et personne les veut vraiment. L'Allemagne est en ruine, on va suivre un personnage principal là, qui s'appelle Mathilde, on va voir sa mère et son fils, et voir comment elles vont se débrouiller dans ce monde-là, qui peut-être va se reconstruire, qu'est-ce qu'elles vont devenir en tant que femmes, bref, nous verrons. Mais la couverture, elle est trop belle. Ce roman-là, c'est Aline de La Boîte de Diffusion qui m'a dit que ça pourrait vraiment me plaire parce qu'il était question de personnes âgées, de nostalgie et de réflexion sur le passé. On a donc 2 personnages qui étaient amoureux fous dans les années 60. Il y a la dictature, elle va rester en Espagne, il va partir aux États-Unis, sa carrière va devenir stellaire et c'est au soir de leur vie qu'ils vont se revoir. Une soirée au cours de laquelle ils vont peut-être avoir une seconde chance. Peut-être ou peut-être pas, je le sais pas. Mais j'imagine qu'ils vont jeter un regard sans compromis sur leur vie, sur les choix qu'ils ont faits, et c'est le genre de choses qui me touche toujours. Je suis beaucoup trop nostalgique pour mon propre bien. Comment aurais-je pu résister à une nouvelle d'Elisabeth von Arbour, qui est une autrice que j'aime d'amour? Je ne suis même pas certaine que j'ai pris le temps de lire la 4e de couverture, mais en regardant, ça a l'air d'un monde futuriste avec un personnage principal qui est en phase ambiguë, qui passe de homme à femme, qui va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Mathieu. Écoute, je suis pas sûre que je comprends. Mais j'imagine que ça doit parler d'identité, qu'on doit chercher des réponses. C'est très court, donc clairement, je vais le lire. Je dis ça pour tout, hein, mais vraiment, c'est Elisabeth von Arbour.
Toujours dans la même collection chez À lire, j'ai pris Vespéral. C'est une collaboration entre Raphaël B. Adam et Ariane Gélina. Ça a l'air de parler d'une amitié toxique. Et moi, ça, c'est un terme que j'aime énormément. En littérature, bien entendu. En vrai, non, pas tant. Vraiment pas tant. On va donc rencontrer Vianne qui reçoit un texto de son meilleur et seul ami Charles qui dit « C'est fini ». Elle sait pas comment, elle sait pas pourquoi, elle a beau y répondre, elle n'a plus aucune nouvelle par la suite, mais il y avait un rendez-vous qui avait été fixé. Elle a des coordonnées géographiques et elle va décider de s'y rendre quand même pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et peut-être avoir une closure dans tout ça. Pour ce thème-là, yes. J'avais pas prévu de lire un roman au four de Marie-Cécile Labrèche. En fait, c'est hyper simple, je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mots dans la page. Je me fais rire toute seule, je me fais vraiment rire toute seule. En fait, ça semblait être un monologue un peu ininterrompu et ça demande de l'attention, du moins ça me demande de l'attention. Par contre, Fabien, l'attaché de presse, me dit que j'avais beaucoup aimé 26 petits soldats sans armes, qui aussi avait cette structure-là, et que, selon lui, ça pourrait me plaire. On a donc une écrivaine qui voudrait écrire, mais qui est prise dans son train-train quotidien. Elle est mère, elle doit tenir une maison. Bref, elle doit tout faire, elle a toute la charge mentale. Donc, je pense que c'est son train de pensée que nous allons suivre, entre réflexion philosophique et mise d'un rôti au four, probablement. On risque de parler de la condition féminine, du poids qui pèse sur les femmes, même quand on est en couple, mais quand on doit se charger de beaucoup de choses. Avec Marie-Cécile Labrèche, on risque de parler également de création et de littérature, donc en fait oui, je pense que ça peut me plaire, j'espère. Le prochain roman me faisait extrêmement peur. Il s'agit donc de Se prendre une boussole sur le cœur de Julie Bosman. On m'en avait parlé, plusieurs personnes m'avaient dit que ça pouvait me plaire. J'ai lu l'endos et j'ai vu que ça parlait de la mort et de la perte d'une mère. Moi, ça m'arrivera pas, ça ne peut pas m'arriver, je ne peux pas l'envisager. Donc, je m'étais dit, c'est peut-être pas pour moi, je vais peut-être faire un bad trip total, donc je l'avais reposé. Par contre, on m'a dit que oui, c'était là, mais que c'était pas le sujet principal. C'est supposé nous amener vraiment ailleurs. Certes, il va avoir la relation avec sa mère qu'elle a dû accompagner vers la mort, mais j'imagine qu'il va avoir toute une notion de culpabilité. Mais la raison pour laquelle j'ai fini par le prendre, c'est qu'il y avait énormément de références littéraires dans le roman. Et là, j'ai vu Élise Turcotte, Gabrielle Roy, Neige Sino. Je me suis dit que oui, ça se pouvait. Élise Turcotte, Gabrielle Roy, tu parles à mon cœur quand tu dis ça. Je peux pas résister. Donc, je vais essayer, sauf que si je me rends compte que c'est en train de me rendre folle, ben, on verra. J'espère que ça va faire. Chez Sémaphore, j'ai craqué pour 2 ouvrages. Le premier, c'est Aux absents les os. C'est de Diane Gravel. J'ai envie le bandeau. J'aime pas les bandeaux. Ça commence par la mort d'une mère de famille. Ouais, je suis pas tellement cohérente avec ce que je viens de dire, hein. On a donc une famille qui semble distante et chacun des enfants va nous parler de sa mère à lui, qui n'est pas la même que la mère de son frère parce que chaque parent est différent selon la relation avec les enfants. C'est court et c'est un thème, le thème de la famille, le thème de la relation mère-fils ou mère-fille que j'aime énormément. Donc oui, ça je vais lire ça. Je pense que ça va être moins pire. C'est moins pire pour mon petit cœur. Toujours chez Sémaphore, il y avait Inland 6 qui nous raconte l'histoire d'une femme qui était destinée à une brillante carrière scientifique, mais qui a tout abandonné pour sa famille. Elle a sa famille, elle est parfaite, la belle maison, tout le kit. Elle a 2 fabuleux enfants, un merveilleux mari, mais à un moment donné, avec sa plus grande qui devient ado, ça va moins bien un petit peu. Je pense qu'elle devient ado. En tout cas, il chicane. Toujours est-il qu'elle s'en va sur Internet et qu'elle rencontre la femme qu'elle aurait pu être si elle avait fait des choix différents. Et ça, ça va la bouleverser. Roman psychologique qui revient sur les choix qu'on a faits, ceux qu'on n'a pas faits. Il paraît que c'est super bien écrit et que c'est dérangeant. Donc, pourquoi pas? J'ai finalement craqué pour James de Percival Everett. C'est un auteur que j'avais lu il y a des années avec des airs américains. Je n'avais jamais parlé, je pense, et ça fait longtemps. Bref, c'est un auteur noir américain. Et ici, c'est une réécriture de Huckleberry Finn, mais avec l'accent sur le personnage de Jim, qui s'appelle James, mais tu sais, on l'appelle Jim parce que, pourquoi pas, c'est limite un enfant, hein? C'est un homme adulte qui se laisse mener par des enfants. Bref, c'est une toute autre histoire. Et ici, on va voir son point de vue à lui. Il va expliquer un peu ses comportements. J'aime énormément les réécritures. J'ai lu beaucoup de réécritures de contes de fées il y a longtemps. Maintenant, je suis plus dans les réécritures de classiques avec notre regard d'aujourd'hui. Je pense que ça peut me plaire et je sais que j'aime la plume de cet auteur.
Cloud de Gilles Jobidon, je l'ai vraiment pris pour son auteur. J'avais eu un méga coup de cœur de folie pour son ouvrage qui s'appelait La route des petits matins. C'était tellement magnifique et son écriture, mais la plume de ce gars-là, je trouvais ça incroyable. Ça fait des années que je ne l'ai pas relu. Avec cette sortie-là, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée. Ça semble terriblement particulier, complètement weird, le genre de truc qui peut me plaire. On est donc avec une fratrie, on a Cloud et on a C, et ils embarquent sur l'idéal qui est une arche de Noé moderne. Rien de moins. Il s'agit ici d'aider les artistes et les scientifiques à fuir le territoire dirigé par les 11 compagnies, ça doit être les gros méchants. Sauf que c'est pas si simple que ça, et Cloud, pour survivre, il va s'inventer des personnages, des amis imaginaires qui peuplent des bandes dessinées de sa fabrication, tandis que sa grande sœur, elle va faire des rituels pour essayer de conjurer le mauvais sort. J'ai aucune idée d'où ça s'en va, mais savez-vous quoi, avec cette plume-là, ça me dérange pas, je vous en reparle bientôt. On achève. Je vous ai dit que j'avais pris quelques œuvres de Rebecca Deraspe. J'ai ici Fanny, qui est aux éditions de ta mère. Ça a joué juste avant le Salon du Livre ici au Saguenay. Moi, j'étais déjà partie. Ma mère va le voir la semaine prochaine à Québec. Je suis un petit peu jalouse, je l'avoue. Mais on me l'a vendu comme étant une discussion entre deux générations de féministes qui s'affrontent un peu parce que les visions sont forcément différentes. Et j'ai hâte de voir comment ça va finir tout ça. En plus de ça, la dernière ligne ici sur la 4e, c'est « Et il y a un poisson qui parle ». On résiste comment à ça? Comment? La dernière pièce que j'ai prise, c'est La cathédrale engloutie. Cette fois-ci, c'est chez Leméac. C'est l'histoire d'une jeune femme qui hérite du piano de sa grand-mère à sa mort. Et ce piano-là, un vieux piano désaccordé, va lui permettre de remonter le cours du temps. Et j'imagine voir ce qui est arrivé à sa famille. Il paraît qu'il y a eu vraiment un truc, une lignée de femmes marquées par un geste de colère initial et par le silence qui l'a suivi. Trauma intergénérationnel, le poids du passé, ça ne peut qu'être intéressant. J'aime beaucoup comment elle écrit, j'aime beaucoup le rythme de son théâtre, donc ça se lit tout seul et j'adore me faire des pièces dans ma tête. Le prochain roman, c'est le concept qui m'a intriguée. Ça s'appelle Luna, c'est de Jonathan Reynolds, probablement. Il a toujours raconté des histoires surnaturelles qui se déroulaient dans son petit village de Bromptonville. J'arrive de voyage, hein, c'est ça le truc. Il s'est également mis en scène avec son amie d'enfance, la belle Valérie, et il croyait que Valérie était une vampire. C'est elle qui lui fait remarquer que dans ses romans, le mot lune est souvent remplacé par le mot Luna. Puis là, il va lire ses romans puis il va se rendre compte que « Ah, mais ça arrive pas juste une fois! Qui est Luna et qu'est-ce qu'elle fait dans mes romans? » Puis j'imagine qu'il va enquêter. Ça m'intrigue. Finalement, pour ma nièce, j'ai pris les tomes 3 et 4 de Jelly Bean de Mary-Lou Addison, qui est son autrice préférée du monde entier. Moi, j'ai pu rencontrer mon autrice préférée, mais elle, c'est Mary-Lou Addison, vraiment. Je pense qu'elle a tout lu ce qu'elle a écrit et elle voulait les tomes 3 et 4 de Jelly Bean. J'ai pas pu les faire dédicacer, mais je pense qu'elle va me pardonner. C'est une série qui lui plaît beaucoup. Faudrait que je demande exactement de quoi ça parle. Dans le premier tome, je me rappelle qu'il était question d'une jeune fille qui était en surpoids et qui l'acceptait très bien, sauf que j'ai aucune idée d'où sont allées ses aventures. Va falloir que je lui demande. Finalement, un roman qui m'a été refilé par mon amie Maps, Échappé de Manon Junio. Elle l'a essayé, elle n'a pas du tout accroché. Et moi, je l'avais repéré dans une vidéo de Floris, de Flowfly, parce qu'il parlait d'une plume qui était fabuleuse. Est-ce que je suis surprise qu'une plume lyrique n'ait pas plu à Maps? Non, mais pas du tout, c'est pas son truc. Elle aime les choses qui font mal en dedans. Bref, elle me l'a apporté et c'est le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui. En plus, je lis la 4e, 6 femmes, une île aux allures de paradis, pulsation des corps, des voix et des sens, ça doit aller de tout bord, tout côté, il doit y avoir des envolées lyriques là-dedans. En effet, je pense que c'est plus pour moi que pour Maps. C'est tout, c'est pas si pire, hein? J'avais dit 6 livres à Daphné en début de salon, mais ouais, c'est pas ça qui est arrivé. Alors, dites-moi tout. Vous, est-ce que vous perdez tout sens commun en salon du livre, voire même en librairie? Est-ce qu'il y a des œuvres là-dedans que vous avez lues ou que vous voudriez lire? N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que ce que j'aime, c'est discuter lecture et littérature. C'est pour ça que je suis ici. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit emoji qui fait référence à l'amitié parce que c'est ce que je retiens encore une fois de ce salon. Les gens, c'est toujours les gens.
autant les copains et les copines que ceux que je rencontre pour la première fois ou ceux qui sont dans les maisons d'édition que je côtoie et que je connais depuis presque 20 ans. Ça fait peur. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!